Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce premier plateau média consacré au thème du récit et du nouveau récit pour la transition écologique. Évidemment, la question climatique est au cœur de ce sujet. C'est une question que je vais poser, celle du récit, de ses modalités, de ses formes, la question de l'imaginaire et la question de la façon dont le public peut répondre à ces sollicitations en termes de récit. Ces questions, je vais donc les poser à trois personnes qui sont avec nous et que je remercie chaleureusement de nous accompagner pendant ces quelques minutes. Nathalie Sédou, vous êtes directrice adjointe de la MRES. Je ne sais pas si on dit MRES ou MRES, la MRES, voilà, avec l'accent du Nord, Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille. À votre droite, François Dérault, directeur de l'Association française des petits débrouillards. Et à ma gauche, Stéphane Juguet est anthropologue, prospectiviste et directeur de l'agence What Time Is It? Voilà, merci. Vous avez vos micros, vous pouvez vous en munir. Je vais commencer avec vous, Nathalie Sédou, pour que vous nous disiez quelques mots d'une exposition qui est ici visible à Nantes, une exposition photo sur la thématique du climat. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va essayer de travailler l'imaginaire et avec des mots de représenter des images. Pour une fois, souvent c'est l'inverse. Que raconte cette exposition? Que donnez-vous à voir? Alors, c'est une exposition que nous avons initiée en décembre 2015. Donc l'idée, c'était de commencer avec la COP 21 et non pas de terminer avec la COP 21. Et cette exposition, c'est le fruit d'une rencontre avec un photographe, d'une inspiration qui venait d'un musée américain qui avait proposé à son public de répondre à des œuvres d'art qui étaient nouvellement acquises. Et dans notre association, on a vraiment envie d'essayer de sortir de nos pratiques habituelles. On s'intéresse au DIY, do it yourself, aux pratiques collaboratives, et on avait envie de parler du climat d'une façon un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire, et d'amener un nouveau média, l'image, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, et à travers une approche qui soit vraiment une approche sensible. Donc nous avons travaillé avec un photographe qui s'appelle Éric Lebrun, qui a une agence dans le nord de la France qui s'appelle Leitmotiv. Et ce qui a été très riche et très intéressant, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin, c'était qu'on était dans une collaboration nouvelle et il nous a amené des images que nous n'aurions pas su aller chercher nous-mêmes. Par exemple, quel genre d'image? On ne les connaît pas parce qu'on ne connaît pas forcément les artistes photographes. Voilà, nous sommes dans des milieux un peu séparés. On ne saurait pas les trouver. Je pense évidemment à l'image qui est d'ailleurs que nous avons repris, qui est une photographie d'un photographe anglais qui s'appelle Simon Norfolk, qui est le plus connu de cette sélection des 10 photographes, et qui participait à un projet international qui s'appelle Project Pressure, qui a réussi à représenter dans une seule et même photo deux limites du glacier du Mont Kenya en Afrique. Donc la limite actuelle que vous voyez, la ligne de feu, la limite en 1987. Donc il arrivait à suggérer beaucoup de choses dans une image. Et donc, voilà, grâce à ce travail de collaboration avec le photographe, nous avons réuni 10 images différentes qui parlent à leur manière des causes du changement climatique, des impacts et aussi des solutions. Donc on voulait vraiment que soient abordées ces trois notions en sortant de la terre craquelée, toute sèche, en sortant de l'ours blanc sur sa banquise. Donc quelques images de base qui en appellent d'autres, puisque le public est invité à contribuer. Donc le principe, c'est que ces 10 photographies, ces 10 œuvres constituent le socle de l'exposition, et le public, depuis la COP 21 et encore aujourd'hui, peut répondre à ces images avec ses propres images. Et donc ainsi se constitue un récit visuel collectif et qui se complexifie et qui évolue à chaque nouvelle exposition. L'exposition est différente et intègre 2 nouvelles images à chaque fois. Donc vous pouvez en voir un aperçu ici à Nantes pendant 3 jours avec 5 photographies, dont 3 qui sont entourées des réponses qui ont été envoyées par le public. D'accord, très bien. On va revenir à ce dispositif et à aux conclusions que vous pouvez en tirer en termes de sensibilisation et de levier sur le public. François Dérault, de votre côté, rappelez-nous ce que fait l'Association française des petits débrouillards et quelle est sa méthode. Alors, l'Association des petits débrouillards, c'est une association d'éducation populaire. Donc là, on est bien dans un champ hors l'institution éducative
mais qui parle d'éducation, donc auprès des jeunes, et dont la spécificité est de s'intéresser, pour reprendre un peu votre thématique, au récit scientifique de l'humanité. Donc en gros, comment les sciences, elles, racontent l'humanité. Donc, et quand on parle des sciences, évidemment, chaque science a sa spécificité. La physique, la chimie, la biologie, l'anthropologie, la sociologie ne racontent pas la même histoire avec les mêmes méthodes. Donc à chaque fois, il y a des méthodes différentes, des points de vue différents et des façons de fabriquer le récit différentes. Le public des petits débrouillards? Le public, essentiellement des publics jeunes, donc à partir de la maternelle, 5-6 ans, et jusqu'à des jeunes adultes, 25 ans, qui composent aussi une grande partie de nos militants. D'accord. Et quelles sont les formes que vous leur proposez? On n'est pas dans une classe, on n'est pas... on est hors les murs, en tout cas, par rapport... Voilà, alors, les formes vont prendre différentes expressions selon que on est très jeune. Donc là, on est quand même obligé d'aller dans des endroits fermés, des salles d'activité. Donc ça peut être des centres de loisirs, les centres sociaux, les MJC que tout le monde connaît. Mais on peut aussi avoir des formes d'intervention qui sont un peu différentes plus on monte en âge, donc en autonomie des jeunes. Notamment, nous, on a des dispositifs itinérants qui sont des minibus. On a des minibus qui sillonnent la France, il y en a une douzaine, et qui s'installent dans les villages, comme le cirque s'installe avec des stands. Et on déploie tous nos savoir-faire, tous nos outils pédagogiques. Et puis aussi des dispositifs qui sont plus de mobilisation, on va dire là, c'est pour les plus grands, les lycéens ou les jeunes adultes, qui sont des dispositifs européens ou franco-français qui leur permettent de se mobiliser entre eux. Donc là, on les aide à s'organiser pour qu'eux-mêmes fabriquent leurs propres connaissances et leurs propres projets. Je termine les présentations donc, avec Stéphane Juguet. Je vous ai présenté. Entre autres missions, vous travaillez actuellement à Grande-Synthe, donc ville du nord de la France, qui a été mise un peu sous les feux de l'actualité avec le travail qui a été fait par son maire, Damien Carême, dans l'accueil des migrants. Alors, ce n'est pas sur ce sujet précis que porte votre travail, mais c'est dans ce contexte-là aussi qu'il s'inscrit. Voilà, donc oui, j'ai été invité par Damien Carême à l'aider à réfléchir sur cette notion de territoire en transition. Avec une particularité, c'est qu'on est à Grande-Synthe, c'est une ville qui connaît une crise industrielle, une crise migratoire, une crise écologique, parce qu'avec la montée des eaux, on ne sait pas ce que deviendra ce pôle d'air quasiment. Donc il y avait ce souci surtout aussi d'essayer de trouver un moyen d'impliquer, d'embarquer les habitants qui sont pour 26% sous le seuil de pauvreté dans ces enjeux autour de la transition. Donc là, se posait forcément la question du récit, parce que c'est le thème qui nous relie aujourd'hui, et comment on arrive à raconter un récit populaire. Et entre guillemets, comment on popularise au bon sens du terme, à la fois comment on gagne en audience et comment on touche des populations qui sont dans des logiques temporelles qui sont bien loin de celles que nous raconte la transition, sachant que c'est le quotidien, je dirais. C'est des gens qui sont emprisonnés, je dirais, dans leur mode d'achat type Lidl parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et pourtant, on sait que ces gens qu'on entend peu, qui sont les sans-voix, c'est aussi les sans qui on ne peut pas vraiment changer ou faire muter le monde auquel on aspire. Donc on voit que Damien Carême était confronté en fait à je dirais, le sentiment qu'il vivait dans un territoire qui connaît la dystopie, je dirais, le sentiment qu'on est en crise, crise écologique, crise économique, crise industrielle, crise migratoire, et en même temps la nécessité de devoir changer de paradigme. Donc pour tendre vers cette utopie, qui serait un territoire en transition, donc avec des principes de frugalité, de résilience, etc. Mais comment, en quelque sorte, on crée de l'adhésion autour de cette vision qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Et j'insiste sur cette idée de mettre en œuvre, parce que je pense que la transition, ça ne se raconte pas uniquement, ça se fabrique aussi. Et donc il a été choisi là aussi de partir sur un format auquel moi je suis attentif, sur cette idée de s'inventer des instruments qui permettent d'aller à la rencontre des gens et pas attendre que les gens viennent à nous. Donc il a été décidé de partir un peu sur une sorte de village forain qui prendrait la forme d'une fête foraine pour se jouer des codes populaires justement, mais qui aurait pour message en quelque sorte de mettre en œuvre un village, je dirais, de la transition autour de 4 notions, ce qu'on a appelé le bêta village, au nom de B pour bâtiment,
parce que on sait qu'à Grande-Synthe, et vous parliez de ces camps de migrants, mais étonnamment, il y a des expérimentations et des innovations sur le plan de l'habitat qui sont à l'œuvre là-bas. Donc comment on les raconte, comment on en fait part, eux pour emploi, parce que comment dire, Grande-Synthe, c'est aussi le territoire qui héberge ArcelorMittal, et on sait qu'ArcelorMittal a le genou à terre, et demain on n'est pas à l'abri d'une délocalisation. Donc ça pose la question de l'emploi et du réemploi peut-être de ces outils industriels. T pour transport parce que on sait qu'on est sur un territoire qui doit bouger. Et il faut se bouger, et pour ça on doit utiliser des modes de transport si possible moins gourmands en termes d'énergie. Et enfin A pour alimentation, parce que la transition, c'est aussi garantir un bien-être alimentaire, et donc c'est autour de ces valeurs-là qu'on a engagé notre réflexion. Alors tout ça c'est très je vais dire conceptualisé, pensé en amont, enfin avec des thématiques qui sont claires. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça sensible et en faire un vrai levier d'action, de transformation? C'est-à-dire, par exemple, le village forain, à quoi il va ressembler? Est-ce que c'est un village forain qu'on fait en vrai? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est une fête foraine ou ça va ressembler à une fête foraine comme on peut en voir? Et alors, qui fera quoi? Enfin, est-ce que vous pouvez nous matérialiser un peu les choses? Enfin, en fonction du stade où on en est, évidemment, mais... En fait, au début, ce village, on va l'appeler Robiocop. Mais pour en arriver à cette idée de Robiocop, faut peut-être raconter un petit peu l'histoire. En fait, on a utilisé les super-héros au début pour essayer d'interpeller la population. Et non pas pour dire qu'on était tous des super-héros, mais pour s'interroger sur les super-pouvoirs, pour essayer de changer ce monde. Et donc, on est parti de cette figure qui est une sorte de Iron Man, qui est Usinor, parce qu'historiquement Arcelor s'appelait Usinor, et donc il y avait Usinor qui est arrivé dans les années 70 et qui a apporté ce savoir-faire autour de la métallurgie. Ensuite, le père de Damien était maire avant, et c'était un syndicaliste au sein d'Usinor, et lui souhaitait justement préserver les habitants de cette pollution industrielle auquel on devait faire face, et donc a construit la première barrière végétale de son village, et donc on l'a appelé Végétalor, une sorte de gros Hulk assez imposant. Et la troisième figure qu'on a fait naître, c'est en fait une figure profondément inspirée de Spider-Man, parce qu'on parle sur ce territoire de toile industrielle, mais on s'était dit qu'à cette toile industrielle, aujourd'hui, il fallait construire une nouvelle toile, qui serait une toile plutôt de la coopération, une toile humaine. Donc c'était notre fameux connector, parce qu'on voit bien que les solutions de demain, on ne pourra pas les trouver seuls, je dirais, et il ne faut surtout pas rester dans ces silos. L'idée, c'était justement d'essayer de créer de la porosité entre des mondes qui, jusqu'alors, s'affrontaient, le monde de la société civile et le monde industriel, etc. Donc l'idée, c'était de se dire, mais comment on arrive à co-construire le monde de demain ? La synthèse, parce qu'au début, on était sur une vision un peu historique. En fait, on s'aperçoit que ces trois super-héros restent encore présents sur ce territoire, et la synthèse de ces trois super-héros, c'est en fait un héros collectif qu'on appelait Robiocop, donc une sorte de machine au service du bio, mais qui fonctionne en mode coopératif. Donc ça, c'est pour le cahier des charges, je dirais. Ensuite, donc déjà, on note le COP avec deux os et pas un seul. Voilà. C'était un clin d'œil. Très important. C'est aussi dans un souci là de toucher des populations qui puissent se sentir légitimes pour prendre la parole sur des sujets aussi complexes que la transition. Et donc, le trait d'humour est aussi une manière de dédramatiser la prise de parole sur ces enjeux-là. Et on souhaitait, je dirais, être forain, récréatif, mais pour autant, je dirais, exigeant en termes de contenu. Donc, en fait, ce village, il va prendre la forme de plusieurs modules. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de compétences qui existent sur ce territoire, parce qu'il y a un atelier populaire, il y a une ferme urbaine qui va émerger, il y a toute une réflexion sur l'habitat et la consommation d'énergie autour de l'habitat. Donc on a des compétences, notamment, qui s'appuient sur le tissu associatif et l'éducation populaire. Donc l'idée, c'était d'essayer déjà de faire réseau à partir de ces compétences-là et de leur donner l'opportunité de travailler une sorte de ce qu'on appelle une hétérotopie, en fait, clin d'œil à Foucault, mais en quelque sorte un village qui soit un condensé d'utopies concrètes pour essayer de rendre perceptible et, je dirais, incarner les enjeux de la transition. Mais tout ça dans un souci populaire avec les codes forains, quasiment une fête foraine
pour éprouver au sens du plaisir. D'accord. Alors François Deroux, est-ce que ce type de procédé de transmission des messages sont ceux auxquels vous faites appel, vous, dans vos je sais pas comment le dire, vos formations, vos opérations de sensibilisation, ateliers? Est-ce que ça marche? C'est quoi les limites éventuelles aussi de ces procédés? On parlait de ce qu'on vient Oui, d'entendre. cette mise en image. C'est compliqué d'avoir une analyse un peu à chaud comme ça de ce que tu fais, mais bon, je vois bien que ça ressemble beaucoup, en fait, parce que dans ce que tu racontes, il y a une partie qui est vraiment assez poétique et qui, que je trouve très, très jolie. Et en même temps, il y a aussi une démarche rationnelle derrière. Bon, on voit bien, il y a un mélange des deux. Donc nous, évidemment, de ce qu'on sait faire, nous, on va dire qu'on ne travaille jamais seul sur les territoires. On a toujours des personnes qui viennent un peu... c'est toujours des projets collectifs. Et nous, ce qu'on peut apporter, nous, c'est toujours essayer de modestement ce que le récit scientifique apporte comme aussi dose de rêve, d'engagement, de mettre les enfants en mouvement. Parce que les sciences et les technologies, c'est pas malheureusement comme c'est trop... ça sert trop à l'école comme un instrument de sélection. Et nous, on va en faire un instrument de partage, ce qui n'a rien à voir. Donc, re-raconter comment, ici dans la ville de Jules Verne, on voit bien comment les sciences peuvent enchanter aussi le monde. Donc, redonner aux sciences le pouvoir de capacité de changer le monde et que les enfants se l'approprient, ça fait partie de la démarche qu'on nous, on essaie de prôner et de développer sur les activités. Et ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème ni de genre, ni de classe sociale, ni de discrimination de quelque sorte que ce soit. Tous les enfants sont égaux devant finalement le questionnement et l'émerveillement possible devant des choses qu'à partir du moment où on leur propose d'y participer avec honnêteté et bienveillance. Est-ce qu'au fil des ans, dans les modules que vous faites et que vous proposez, comment est-ce que la question du changement climatique, par exemple, est-elle intervenue, j'imagine, progressivement et sans doute en se métamorphosant? Oui, alors chez nous, en tout cas, ça a beaucoup bougé, mais je pense que ça a bougé pas mal un peu partout. On va dire, il y a une vingtaine d'années, on avait fait une malle pédagogique sur les changements climatiques, ça s'appelait pour 1 degré de plus. Donc aujourd'hui, on en a gagné trois autres, malheureusement. Ce qui montre aussi la limite un peu de ce qu'on peut faire quand on est un peu seul. Et effectivement, les pédagogies, elles étaient... on racontait les climats par les sciences du climat. Ce qui était certainement insuffisant. Ça donnait quand même aux jeunes une capacité à s'imaginer c'est quoi cette question climatique, pourquoi, d'où ça vient, l'effet de serre, tout ça, quelle est l'influence de l'humain là-dedans. Et puis après, dans les années suivantes, on est passé à une acception plus large où on a croisé, on va dire, tout ce qui était les apports des sciences biologiques. Donc en gros, on a couplé la biodiversité et le climat pour être dans l'éducation des mondes durables, pour faire vite. En gros, d'un côté, il y avait tout ce qui venait du champ de l'énergie, tout ce qui est du champ de la physique et de la chimie, de l'autre côté, tout ce qui est du champ de la biologie. Et ça a donné des nouvelles façons de raconter les choses. Et finalement, ça correspond aussi quand on se rappelle aussi les titres dans la presse ou la façon dont les sujets étaient traités, ça correspond aussi à l'évolution globale de la société, à comprendre finalement que tout était en interaction. Donc du coup, la question qu'on se posait, c'est comment éduquer à l'interaction, à l'interdisciplinarité, comment faire en sorte que on ne range pas les choses toujours dans des silos et que après on demande de faire le grand écart dans la synthèse en fait. Alors qu'en fait, il faut dès le départ penser les problèmes de la complexité que les gens ont tendance à confondre avec la complication. La complexité, ça n'a rien à voir. La complexité, c'est pas complexe, c'est pas compliqué, c'est complexe. Voilà. Et donc après les théories de Morin, il n'y a pas que lui, mais en fait qui nous, dans notre conseil d'administration, donc qui nous inspire beaucoup. Sur comment on éduque à la complexité qui me semble être derrière en fait la question comment on raconte le monde aujourd'hui. D'accord. Alors, du côté de la MRES et du public que vous voyez passer, non seulement sur l'expo dont on a parlé, mais plus généralement par les actions de sensibilisation que vous menez, est-ce que vous êtes en mesure de dire que vous touchez un public large ou est-ce que c'est toujours un public le même, qui est instruit sur ces sujets, qui connaît ces sujets par cœur, qu'il vient peut-être s'alimenter malgré tout et progresser, mais finalement il reste homogène? Très
clairement, notre objectif, c'est de diversifier le public. C'est vraiment notre travail, hein, aujourd'hui, en tout cas, notre réflexion de sortir de l'entre-soi, effectivement, auquel on est tous confrontés, je pense. Et donc, effectivement, une exposition comme celle-là, ou les Ripper Café qu'on organise à la Mresse, nous mettent en relation avec un public qui ne nous connaissait tout simplement pas, en fait. Donc ça, Ripper, du terme réparer. Réparer Café, oui. Et d'ailleurs, j'ai envie de réagir, je ne sais pas si vous avez remarqué, Robiocop, pour 1 degré de plus, et notre exposition s'appelle Pour une poignée de degrés. Oui. Ne serait-ce même que dans ces choix-là, on est de toute façon dans une référence à un imaginaire. J'espère que la référence au western ne nous a pas échappé. Elle ne nous a pas voilà. échappé. Je pense que rien qu'à travers cette petite chose-là... C'est pour une poignée de dollars, non, c'est ça pour une poignée de dollars, oui. Justement, enfin, on s'amusait à jouer aussi sur le jeu de mots, les dollars et les degrés, hein. On est quand même sur cette problématique aussi, changement de modèle de société. Voilà, on va troquer, on va abandonner les dollars et puis se préoccuper des degrés. Et puis une pointe d'humour. Ne serait-ce que ces choix-là, je pense, des uns et des autres, témoignent bien du fait qu'on a envie de parler autrement de ce dont on parle depuis longtemps et de toucher un autre public. Et sur l'exposition, typiquement, notre volonté, c'est aussi, en proposant au public de répondre, c'est de s'arrêter sur une photo, de la regarder, de réfléchir, d'aller... Ça n'est pas la même chose que de voir une exposition, on passe devant quelques photos et puis on continue et on a oublié. Là, on a concrètement participé à un récit et toute personne qui participe a construit l'exposition avec d'autres personnes. Et quelque chose se dessine et c'est vraiment frappant. Maintenant, on est à 8 mois du début de ce projet. On se rend compte qu'il y a des thèmes qui ressortent très fortement. Par exemple, et qui sont peut-être pas anodins. Par exemple, le thème de la nature. Ce qui nous a vraiment très, très marqué, c'était que la question du rapport à la nature soit revenue de façon aussi forte, alors qu'on ne l'avait pas anticipé, mais clairement pas anticipé. Quelle est la question que se posent les gens ? En tout cas, à travers les photographies qu'on voit, parce que je reviens aussi sur la complexité, hein, c'est une photographie, en tout cas ces photographies et des photographies d'artistes, il n'y a pas un sens univoque, c'est polysémique, on peut les comprendre de diverses manières. Mais en tout cas, ce qu'elles nous disent, ce qu'elles ont l'air de nous dire, c'est de nous inviter à reconsidérer notre rapport à la nature, à se sentir faire part de la nature, ne pas se sentir extérieur comme un objet que l'on va maîtriser, et comme si le changement climatique est un objet qu'on regarde aussi de l'extérieur. Le changement climatique, c'est la nature qui bouge, hein, au final, et le fait que notre monde devient de moins en moins habitable, qui est aussi une autre thématique très forte dans l'exposition. Et c'est intéressant parce qu'à travers les réponses que l'on voit, on sent bien que le public l'a saisi. Non seulement il l'a saisi, mais en plus il nous fait prendre conscience qu'on a amené ces thématiques-là sans forcément les penser aussi fortement au départ. D'accord. Alors, quelles sont, Stéphane et François, des thématiques qui reviennent un peu en interaction quand vous sollicitez le public ? C'est quoi les termes employés, qu'est-ce que ça révèle ? Je pense qu'une des thématiques, hein, là je parle quand on va à l'échelle de la rue, c'est effectivement cette nécessité de changer ce monde dont on a conscience qu'il ne répond plus à nos désirs. Il y a quand même une thématique qui était propre à Grande-Synthe, qui n'est pas que le pouvoir d'agir. On parle beaucoup du pouvoir d'agir. Très vite, ces gens nous disent, sans pouvoir d'achat, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Et je l'ai trouvé assez intelligent, assez pertinent dans cette capacité justement de ne pas montrer du doigt tel ou tel secteur d'activité. Par exemple, c'est un territoire fortement industriel, naturellement industriel, je dirais. Et ils avaient pleinement conscience que les qualités de vie qui étaient propres à la ville de Grande-Synthe, qui est une ville plutôt agréable à vivre en raison de ses équipements, étaient principalement dues à cette industrie qui avait permis justement de pouvoir, via la taxe professionnelle, équiper la ville. Et ce souci, en tout cas, d'essayer de trouver des solutions en complicité avec le tissu industriel, nous obligeait à être très intelligents dans notre capacité à faire ensemble. Oui, donc de ne pas renier l'histoire. Voilà, de ne pas renier l'histoire et d'essayer de co-construire des solutions en essayant de mélanger, d'hybrider, de faire fusionner des mondes qui, traditionnellement, on avait tendance à les opposer. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, alors qu'on est dans le récit, c'est que, certes, cette nécessité d'inventer cette épopée pour essayer de transformer le monde, parce qu'il y a aussi une dimension de transformation sociale derrière la notion de transition, hein,
c'est aussi que ça ne se raconte pas uniquement, ça doit se fabriquer. Et je trouvais intéressant de voir que beaucoup de personnes mettaient en avant ce principe d'atelier pour essayer de construire des solutions et pour essayer de fabriquer des solutions. Alors on a beaucoup parlé des Fab Labs, mais je pense que tout simplement, il y a des ateliers de mécanique où on apprend tout simplement à faire la vidange de sa voiture, mais l'occasion dans un garage solidaire de faire sa vidange de voiture, c'est aussi l'occasion de parler autrement de la mobilité et de se mouvoir sur ce territoire. Et en même temps, c'est autour de ce moteur que se construisent des alliances et se construisent des familiarités avec des populations qu'on n'aurait pas eues et qu'on n'aurait pas captées via des réseaux plus classiques. Donc je pense que c'est cette complexité-là des alliances et des stratégies d'intéressement qu'il faut réussir à mettre en œuvre en s'appuyant à la fois sur le dire, mais pas uniquement, et également sur le faire. Et dernière chose, ce qui moi m'a beaucoup marqué aussi, c'est que quand on parle de transition, on nous parle toujours du grand récit. Ici, à Nantes, on va lancer le grand débat sur la transition énergétique. Alors certes, c'est vrai que, et le lieu dans lequel on est, on voit bien qu'on vient discuter des grands enjeux. Et je pense qu'il est important de prendre soin aussi des petites histoires. Et Grande-Synthe, justement, est remplie de petites anecdotes, de petites histoires de vie, avec des expériences qui sont importantes à capitaliser, parce que, comme les grands fleuves, c'est les petits ruisseaux qui créent les grands fleuves. Et je pense que ce grand récit doit être largement relié à ces petites histoires de vie, à ces trajectoires, à ces anecdotes. Et c'est bien cet attelage-là qu'il faut réussir, d'où l'idée de mettre en place un forum un peu récréatif et festif qui permette à ces petites histoires de s'exprimer. Voilà. D'une façon générale, question que je pose un peu à tous les trois, quels sont les ressorts du récit, en complément de ce que vous nous avez dit là, qui vous semblent mobiliser un peu les troupes? Est-ce qu'il y a des... On a parlé de l'humour, enfin on a évoqué l'humour là, un peu en début d'échange. Stéphane parlait des super-héros comme figure emblématique. Je crois qu'on a évoqué l'alimentation aussi. Alors là, c'est pas une recette, enfin pardon, c'est pas une recette en soi, mais il y a peut-être une thématique mobilisatrice. C'est où ça répond où, d'après ce que vous voyez? Et inversement, peut-être qu'il y a des endroits où ça répond pas du tout. Oui, mais on va rester un peu positif. En tout cas, pour nous, le plaisir doit être au centre. Voilà. Mais comme il doit être au centre de tout acte pédagogique, enfin, c'est pas, ce que je dis n'est pas très original, mais le plaisir, évidemment, et le plaisir, c'est le plaisir de découvrir, le plaisir de comprendre, le plaisir d'inventer, le plaisir de partager, le plaisir de faire ensemble et de surmonter des choses ensemble. Et il faut qu'on remette le plaisir au centre, me semble-t-il. En tout cas, pour un acte, pour un pédagogue, c'est le b.a.-ba, on va dire, si on veut essayer de partager un petit peu ce que nos ancêtres ont pu comprendre de la façon dont on vivait ensemble et pourquoi on en est arrivé là. Donc ça, c'est la condition nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? On voit bien que c'est pas suffisant, parce qu'une fois qu'on a dit ça, après il y a des logiques, on va dire, on a parlé ce matin dans la plénière, qui sont plutôt macro, on va dire, qui sont plus dans les seulement, on va dire, de l'acte pédagogique ou du projet local, aussi important, beau et intelligent soit-il. Il y a un moment, il y a besoin aussi qu'on trace des grandes lignes pour que toutes les sociétés ou les sociétés aient l'impression d'aller dans le même sens. Et au-delà des lignes, effectivement, que ça se traduise en actes. On l'a bien entendu ce matin. On va dire, on a des objectifs, mais après, je peux vous dire que, y compris dans le système éducatif français, avant que ça soit mis en véritable réforme et façon de faire et intégré dans toutes les politiques publiques, il y a quand même encore un long chemin, malheureusement. Mais pas que dans l'éducation, là. Nathalie Sédou. Oui, moi je reviens complètement sur cette idée de petites histoires. Les récits, c'est ça. Enfin, quand on prend la littérature, les films, les séries, les BD, on suit, on raconte ce qui arrive à un personnage, ou un personnage s'interroge. Et il y a quelque chose d'universel souvent qui va... voilà, qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous plaît? C'est qu'il y a un individu, une histoire personnelle, une trajectoire, mais qu'il y a quelque chose d'universel dans laquelle on va se retrouver. Et dans les photographies que nous montrons, il y a quelques photos qui sont
vraiment dans cette logique-là. Je vous invite à aller voir Urban Farmer qui est accroché ici à Nantes. Si vous n'avez pas le moral, à un moment, dans les 3 jours, vous descendez, vous allez la voir, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. C'est un paysan chinois qui habite en ville, dans une ville, Chongqing, qui est une ville immense, qui s'est développée très rapidement. C'est une photo de Tim Franco qui a fait un travail sur cette ville, qui a donné aussi lieu à un livre qui s'appelle Métamorpolis. Et on voit ce paysan devant des tours immenses qui s'est mis à l'agriculture urbaine, qui continue à cultiver, et il y a quelque chose qui passe dans la photo, dans le regard, dans le personnage, qui fait qu'on se sent vraiment bien. Et je suis persuadée, enfin on le voit avec le film Demain, il y a des personnes, des personnages dans le film Demain qui nous enthousiasment. Je pense, il y a aussi la littérature, on en parlait tout à l'heure, à Marie Desplechin qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle Aux enfants, qu'elle nous a laissé publier d'ailleurs sur le site, vous le retrouvez sur notre site. Que ce sont de petites situations, de petites histoires et qui nous font vraiment prendre conscience que ce sont des choses importantes pour nous. Et la fierté, l'envie de partager, l'envie de vivre dans un monde sain, désirable. Et ça passera nécessairement par ça. En tout cas, nous, on en est absolument convaincus. Alors, dois-je comprendre que l'une des recettes, c'est d'organiser la profusion des petits récits, mais avec une question alors, qui est ne faut-il pas que le récit réintègre aussi le champ politique, notamment le champ national, puisqu'il en est tragiquement absent, me semble-t-il, ou en tout cas pour ce qui concerne nos sujets, totalement absent. Et alors comment ? Alors, avant de Monsieur répondre l'anthropologue. Non, mais avant de répondre à cette question, juste sur... je pense que j'essaierai de trouver une figure un peu mythologique. Pendant longtemps, notamment jusque dans les années 70, on avait une figure mythologique qui était Prométhée. Et on pensait que la technique allait transformer le monde et allait nous apporter le bien-être. En creux, je dirais que le super-héros qu'on avait, c'était plutôt Goldorak, Deus Ex Machina, cette force de la nature pour le coup, mais qui était très gourmande en carburant pour le coup. Donc on voit que cette figure-là, elle marche de moins en moins. J'aurais envie de dire que si on est sur la figure du désir, peut-être que la figure mythologique qu'il faudrait réussir à mobiliser, c'est Eros. Faudrait peut-être raconter une histoire plus érotique, parce qu'effectivement, il faut s'accoupler avec des mondes hétérogènes. Et donc c'est cette nouvelle mythologie là qu'il faut réussir à inventer. Ensuite, sur un plan plus politique, je pense qu'il est nécessaire effectivement de réinventer des espaces politiques. Plus fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, les organes qui sont bien nécessaires, je ne les remets pas en cause, mais on voit bien qu'il y a un décrochage et que le débat ne se fait pas forcément là. En tout cas, les solutions ne sont pas forcément produites ici. Et néanmoins, il y a une multitude d'interventions, une multitude d'espaces qui se sont ouverts, qui sont peut-être plus discrets, plus infines, mais qui mériteraient peut-être d'être davantage mis en lumière. Et là, je suis convaincu que c'est des lieux où il se fait société, où on fabrique de la société. Et pour moi, c'est des espaces politiques au sens noble du terme. C'est des espaces de la cité. Donc il faudrait réussir à les détecter, à les valoriser, un peu comme les jeunes pousses, et à les jardiner en quelque sorte, pour qu'elles puissent, je dirais, polliniser les esprits et inviter en quelque sorte le politique à adhérer à cette démarche et à cette mythologie érotique auquel j'aspire. François Doreau, on entend le message. Oui. Alors moi, je reviendrai un petit peu en avant. Alors, on va dire ce qui nous amène aujourd'hui à prendre conscience, on va dire, de la finitude du monde, c'est, je pense que c'est la fin d'une période historique où le monde était conçu comme étant des espaces à conquérir, des ressources à préempter. Donc c'est un monde qui n'avait pas de limite dans sa soif de manger en fait des kilomètres et des ressources, et qui pensait que tout ça était infini. Donc, évidemment aujourd'hui, et derrière, on va dire, c'est construit toute la théorie libérale, enfin, donc, du commerce, et qui a apporté aussi des bienfaits, et du coup aussi la marxiste, c'est-à-dire en fait qui analyse le monde qu'à l'aune des ressources et des matières premières et des moyens de production. On va dire, on va pas faire d'analyse. Mais en gros, pour les politiques d'aujourd'hui, effectivement, ils sont toujours dans ce schéma de pensée, alors qu'en fait, il faut changer complètement, parce que le monde n'est plus un monde, comme dirait Mérieux, un monde objet, mais un monde projet. Et passer d'un monde
objet, un monde projet nécessite aussi qu'on abandonne on va dire les ressources et les moyens matériels comme étant les seuls éléments qui comptent dans la richesse. Donc on revoit le récit. Il faut donc un nouveau récit. Oui, voilà. D'accord. Je pense qu'on a peut-être encore un peu trop d'élus dont l'imaginaire est resté bloqué au XXe siècle. Alors il y a peut-être une solution à ça, c'est de stopper le cumul des mandats, notamment dans le temps. D'inciter une nouvelle génération aussi à accéder aux bancs de l'Assemblée, aux postes de maire, de conseiller régional. Donc ça, c'est un élément. Et je pense qu'il y a un autre élément qui est aussi très important. On revient un peu sur cette idée d'espace politique, c'est qu'on change nos modalités aussi, nos façons de faire. Et quand on demande l'avis à la population, on lui demande vraiment son avis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion sur les modes de la délibération locale et la capacité pour chacun de participer à la délibération locale. Et je pense que là aussi, à partir de ce moment-là, peut-être que plus de personnes se seront partie prenante de ce récit. Et quand on commence à l'écrire, on a une autre posture aussi par rapport à ce qui se passe. Vous voulez dire quelle que soit la question posée? Non, en fait, je faisais je vois l'allusion. Petite référence à une actualité locale. Par exemple. Ok, on va devoir conclure, mais je voulais quand même vous entendre sur cette partie plus politique. Et pour finir sur une note légère, j'aimerais vous demander s'il y a dans vos pratiques culturelles à vous des figures, des livres, des séries télévisées, des dessins animés, dans lesquels vous avez trouvé des sources d'inspiration. Alors, parmi tant d'autres, très certainement. Mais en gros, ma question, c'est est-ce qu'il existe déjà aujourd'hui un peu un corpus créatif dans lequel aller chercher des choses, ou est-ce que tout est à créer? Et auquel cas, je pense que les vocations de scénariste ne demandent qu'à émerger. Alors, je ne sais pas, qui veut commencer? Si vous voulez répondre, vous n'êtes pas obligé. Bon, je pense tout de suite alors, c'est une série de MOOC qui s'appelle Big History, et donc, qui a été créée par un historien australien, et qui, en fait, raconte toute l'histoire des sciences comme une solution à nos problèmes d'aujourd'hui. Et donc je vous conseille de voir ça parce que c'est extraordinaire et de montrer comment, on va dire, finalement, on peut aussi trouver plein de solutions de la façon dont on lit l'histoire des sciences et ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui. Mais c'est donc le contraire de Prométhée. Nathalie? Oui, alors c'est vrai qu'on a plutôt des récits un peu post-apocalyptiques, mais c'est aussi inspirant. Je pense à Walking Dead. Je pense que vraiment, honnêtement, il y a des choses sur la capacité de l'humanité à s'organiser ou à affronter un péril mondial. Avec la question de la démocratie qui vient derrière, qui est quand même qui nous préoccupe également. On en parlait tout à l'heure. Je pense à Take Shelter, un film de Jeff Nichols aussi que je trouve intéressant sur l'indifférence de la société quand très peu nombreux sont ceux qui alertent le reste de leurs concitoyens et leur isolement. Alors c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, heureusement. Je me dis peut-être, il y a plein de choses qui existent, on ne les voit pas. C'est plutôt ça. Dans le travail photographique, vraiment, il y a certains artistes que nous présentons qui font un travail stupéfiant et qui documentent et qui montrent et qui s'interrogent. Donc tout existe. La question, c'est plutôt notre capacité, la capacité des politiques, la capacité des ONG à aller trouver ce qui se fait déjà. La question, c'est y aura-t-il un nouveau langage, comme il y a eu, je pense, au néo-réalisme, un moment après la Seconde Guerre mondiale, c'était plus possible de faire des films exactement comme on les faisait avant. Est-ce que quelque chose de cet ordre-là est en train de se passer ou pas? C'est difficile à dire, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de voir ça dans quelques années. Stéphane? C'est moins un film qu'une époque, moi, qui m'intéresse là. Et je me dis qu'il faudrait qu'on réinvente ce principe de la Renaissance. Et je pense qu'on a besoin de trouver une nouvelle ligne d'horizon ou une nouvelle perspective. Et je pense à l'œil du Quattrocento, en fait, qui nécessiterait qu'on fasse peut-être un pas de côté et qu'on réinvente une dimension qui reste à qualifier, qu'il faudrait qu'on arrive à co-construire avec les habitants. Une chose est sûre, c'est que ce qui nous liera tous, c'est ce mot qui est attaché à la notion de récit, qui est l'imaginaire. Il faut qu'on fasse preuve d'imagination pour inventer le monde de demain. Et avec une pointe d'érotisme, on a bien compris. Bon, merci à tous les trois, merci au public et à bientôt. Prochain live ce soir sur le thème des élus. Merci.